Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés dans cette matinale, qui, comme son nom l'indique, est matinale, hein, 8h30. Là. C'est Inès qui me le faisait remarquer. Inès Bellamor, merci d'être parmi nous. Bonjour, Bonjour. merci de m'avoir invitée. Très heureuse d'être là ce matin avec vous. Bon, super Inès. Alors en fait, je vais rappeler quelques principes. Donc d'abord, je vais remercier l'ensemble des partenaires. Tu es la 21e, Inès, invitée et grand témoin de ces matinales. Chaque mois, justement, on met en lumière, on éclaire des grands témoins sur le thème du leadership, qui ont su réinventer le leadership, qui sont dans l'innovation, qui sont effectivement, qui ont un train d'avance par rapport au leadership, qui sont beaucoup plus orientés sur le leadership de maintenant et de demain que celui d'hier. Donc voilà, et le but, c'est de pouvoir vous éclairer, vous qui nous écoutez et qui assistez à ces matinales, sur le chemin que les uns et les autres peuvent parcourir pour y arriver. Donc, je remercie nos partenaires presse, comme les Échos, je remercie Incubator, je remercie Grow All In, le réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer, FIPLUS, la finance qui nous écoute, le méta réseau des financiers d'entreprise, Femmes ingénieures, toujours aussi fidèles, et je sais qu'on a besoin de femmes ingénieures dans nos sociétés pour cette mixité et parité. PWN Lyon, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme. Et enfin, Lyon Décideur, plus local, parce que tu sais, Inès, et vous savez que peut-être que je suis basée sur Lyon, que le cabinet HMR Consulting et que la Fabrique des leaders éclairés est basée aussi sur Lyon et rayonne sur l'ensemble du territoire national, voire international. Donc, je vois que vous êtes connectés ce matin. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Muriel Montagnier. Donc, moi, j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation et de la transformation maintenant, pour réussir toutes les transformations et accompagner les entreprises dans les transformations à fort enjeu humain. Qu'est-ce qu'on appelle transformation à fort enjeu humain? C'est tout ce qui touche effectivement aux transformations culturelles, aux transformations managériales, transformations relationnelles, organisationnelles et enfin les transformations liées au leadership. Donc toutes ces transformations-là, souvent, c'est l'humain, c'est la complexité de l'humain qui fait qu'on réussit à mettre en œuvre, à rendre une vision d'entreprise opérante et efficiente. Donc nous, on accompagne les entreprises dans ce chemin, dans ce parcours qui est passionnant, parce que aussi passionnant que l'humain peut être complexe et passionnant. Et puis, pour pouvoir servir les ambitions de nos clients, on a développé 3 pôles d'expertise, un pôle conseil en organisation management, un pôle organisme de formation, puisque nous sommes organismes de formation, et un pôle coaching. Et voilà, donc avec ces 3 pôles qui sont au service de la transformation, on accompagne nos clients. Et enfin, un écosystème. En 2019, en fait, donc je vous rappelle, c'était bien avant le Covid quand même, j'avais vraiment l'intuition, alors moi c'était une intuition, mais il y avait bien sûr des prospectivistes qui avaient pensé avant moi et qui l'avaient étudié, puisque je m'en suis rapprochée, pour dire qu'il allait y avoir des changements de paradigme. D'abord qu'on allait être très secoué, ça c'était marrant, parce que tous les 550 ans, il y a une bifurcation de l'histoire. Et alors je me souviens que les prospectivistes nous disaient que dans cette bifurcation, on allait vivre une zone de grande turbulence. À l'époque, ça ne disait pas grand-chose. Maintenant, je pense que ça nous dit un peu, avec un ensemble de crises qui nous arrivent, avec des vagues successives. Et c'est vrai que ça secoue pendant cette période-là. Et qu'en fait, pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? On doit changer nos paradigmes. Donc, il parlait de réconcilier l'écologie, la terre avec l'humain, en fait. L'humain avec l'économie, la finance avec l'économie réelle. Il parlait du rapport et notamment, alors l'IA, puisqu'on va voir tout ce qui est lié aux nouvelles technologies aussi, pareil, au service de l'humain et sa place dans notre société, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et puis aussi également le leadership, en disant qu'il fallait réinventer, il y allait vraiment avoir un changement d'autorité. Et peut-être que tu nous en parleras, Inès, parce que justement, tu fais partie de cette génération qui vraiment pousse les choses et bouscule les lignes. Et donc, les anciens paradigmes ne seraient plus efficaces ni efficients pour pouvoir résoudre les enjeux qui nous sont adressés aujourd'hui. Donc voilà, et c'est pour ça que la Fabrique des leaders éclairés, que j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés, comme un écosystème. Et dans cet écosystème, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait, ce qu'on avait besoin pour inventer son leadership. On avait besoin d'éclairage, et c'est pour ça que les matinales servent, et j'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui qui êtes avec nous, à éclairer le chemin. Donc voilà, donc Inès est notre invitée aujourd'hui. Le prochain invité, je vous donne un peu l'actualité, sera le 28 septembre. Tous les jeudis du dernier du mois, on invite un grand invité. Et ça sera Karim Schremzel,
Peut-être que vous ne la connaissez pas elle, mais vous connaissez certainement les 3 Suisses. Et donc, Karine nous expliquera comment est-ce qu'elle a justement eh bien, une société très vieillissante et qui était au bord de la rupture et comment elle a réussi à en faire une société d'innovation, en fait. On fait grandir aussi sur le leadership, puisqu'on parle leadership, et il faut justement réinventer ces parcours. On a créé des parcours très immersifs et très expérientiels pour pouvoir accélérer l'acquisition de son leadership et le faire grandir et accéder à son plus haut potentiel. Et puis on a des clubs, vous voyez, s'entraider. C'est le principe, c'est comment est-ce qu'en intelligence collective, on arrive à adresser et à repartir avec des solutions à des problématiques très opérationnelles, avec des pairs, éclairés sur les angles morts par des pairs dans des petits cercles de 10 personnes, de 10 dirigeants. Et là, je vous invite, puisque je crois qu'il y a 3 call to action, être rappelé, s'inscrire à une séance de découverte et puis s'inscrire aux prochaines matinales. Je vous invite, si vous le souhaitez, à dès maintenant vous inscrire aux prochaines séances de découverte. Elles sont gratuites. C'est 2 heures entre midi et 2. Donc, c'est pas de temps et on ne repart extrêmement grandi. Tout le monde me dit que c'est une bouffée d'oxygène. Et puis, un lab qui s'appelle le lab des éclaireurs, dans lequel c'est un do tank, qui est un peu en sommeil en ce moment, parce qu'on est en train de changer de formule pour être encore plus impactant. Donc, je vous en dirai plus, je pense, d'ici, la fin d'année prochaine, de cette année. Pardon. Voilà pour l'actualité. On va revenir sur notre invitée, donc Inès. Je vais te présenter, Inès, mais tu le feras bien mieux que moi, et surtout, si j'écorche des choses ou si tu veux compléter, tu le fais, et n'hésite pas à le faire. Donc, tu es double cursus, en fait, Inès. Toi, tu es une ingénieure. Tu as fait, je le cite parce que c'est quand même dans notre région, tu as fait les mines de Saint-Étienne. Et puis après, tu as fait un parcours de management de l'innovation à l'EM Lyon, qui est bien connu. Donc, vraiment, et tu nous parleras de ça, l'innovation occupe. Et je crois que je te disais en off tout à l'heure que c'était comme Obélix, tu étais tombée dedans quand tu étais petite, tu nous raconteras ça. Tu as travaillé 3 ans dans une start-up à San Francisco. Donc, rien que ça. Et puis, tu aurais pu être super tranquille, faire ta vie là-bas. Et puis, finalement, tu as décidé de tout lâcher pour te consacrer à un sujet qui avait beaucoup plus de sens et pour elle, et surtout plus d'impact, puisque tu es quelqu'un qui est vraiment engagé sur la société, qui est l'endométriose. Tu nous expliqueras aussi ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et puis, en septembre 2023, je crois, enfin, c'était pas septembre, tu m'as dit que c'était le mois de mai, tu as aussi été récemment nommée vice-présidente de la French Tech à Marseille. Et puis surtout, comme on disait que tu es engagée, tu es aussi engagée puisque effectivement tes journées sont à rallonge. Je pense que tu as des journées de 72 heures en fait. C'était inclus dans la potion magique en fait. C'était inclus. Tu m'en donneras un petit peu, s'il te plaît. Et donc, tu t'intéresses à 2 causes. En tout cas, tu es vraiment engagée sur 2 causes. L'une pour le cancer de l'enfant et l'autre pour la démocratie digitale. Est-ce que ça va pour ce tour d'horizon, Inès? Est-ce que je n'ai pas écorché les choses? Alors, ce que je te propose, Inès, et à nos participants, c'est tu vas nous parler de quel leadership pour mettre l'IA au service de l'humain. Et moi, j'ai 3 questions sur lesquelles je t'invite à répondre. Mais j'invite aussi beaucoup, comme je dis chaque fois, les participants de pouvoir répondre, surtout poser vos questions dans le chat. Et Inès le sait, elle pourra récupérer vos questions, y répondre en direct live. Et comme ça, on a une interaction. Ce sera beaucoup plus sympa que de se faire un monologue ou d'être tous les deux ensemble. Donc, je compte sur vous qui nous écoutez et qui êtes présents pour vraiment toutes les questions que vous vous posez, que vous aimeriez poser à Inès. C'est le moment de le faire. La première, moi, que j'avais envie de te poser, c'est comment tu passes de l'intention à la réalisation et comment tu concilies sens et croissance. Ce sera la première question. La deuxième, c'est comment tu crées le terreau favorable pour faire bouger les lignes dans des acteurs de ton écosystème. On est dans la santé, hein, donc c'est là où tu œuvres. C'est pas facile la santé parce que c'est une vraie institution. Donc comment est-ce qu'on fait bouger les lignes d'une institution? C'est quoi les problématiques qu'on peut rencontrer et comment on arrive à faire bouger cette institution? C'est quoi les facteurs clés, les limites à l'accélération du déploiement? Et puis comment est-ce qu'effectivement, c'est quoi le leadership de comment est-ce qu'on est pionnier? Ça, c'était une question aussi. Vraiment, comment tu es dans l'innovation. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent comment est-ce qu'on forme nos leaders. On aimerait qu'ils retrouvent cet esprit pionnier. Donc, c'est quoi l'esprit pionnier? Comment est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est pionnier? Et c'est quoi les qualités requises pour l'être? Et puis, tu nous expliqueras effectivement comment est-ce que le rapport entre l'IA et au service de l'humain
comment est-ce qu'on arrive à faire cette transition-là. Si ça te va, Inès, je vais te laisser la parole et c'est toi qui vas nous parler de tout ça. Ok, super. Peut-être que je vais commencer par rappeler un peu qui je suis, ce que je fais au quotidien. Donc moi, c'est Inès Benamor, je suis la CEO de Luna. Luna, c'est une start-up française qui a vu le jour en 2018 et qui est dédiée à la santé de la femme et en particulier à l'endométriose. On est dans une configuration assez particulière et hyper intéressante qui est celle que notre équipe, en fait, c'est à moitié des médecins et à moitié des gens comme moi, c'est-à-dire des ingénieurs ou des business people, pas du tout des personnes du monde médical initialement, mais évidemment hyper intéressés par l'impact que le monde médical nous permet d'avoir. Et du coup, moi, au quotidien, j'œuvre vraiment avec mon équipe dans l'objectif de trouver des vraies solutions pour les femmes qui ont l'endométriose. Donc, l'endométriose, pour rappeler ça aussi en quelques mots, l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 qui est en âge de procréer, donc une femme sur 10 qui a entre 13 et 50 ans à peu près. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. Dit de manière très simple, c'est relié au cycle menstruel, plus particulièrement aux règles. Et en fait, c'est un peu un petit morceau de vos règles, entre guillemets, qui va rester coincé dans le corps de la femme, en gros, en dehors de la période où c'est censé l'être. Et à ce moment-là, le corps va interpréter ça un peu comme un corps étranger et va déclarer une guerre à l'intérieur du corps de la femme. Donc, c'est à peu près ça, sachant que ce petit morceau-là, évidemment, il ne reste pas figé, sinon ce serait trop facile. Il va un peu se balader, il peut aller toucher des organes, il peut aller toucher les ovaires de la femme, etc. Et du coup, l'endométriose, c'est notamment la deuxième cause d'infertilité. C'est pas rien. Et l'endométriose, surtout, parmi les symptômes qui existent, c'est surtout ceux qui sont reliés à la douleur. Donc, ça va provoquer des douleurs assez incroyables selon le type d'endométriose. Il y en a certaines qui sont dormantes et il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres où vraiment, on parle de 15 jours par mois, donc la moitié du temps, où la femme va être complètement HS, quoi. Enfin, chez elle, en train de crier, de pleurer, d'avoir super mal. Enfin, c'est hyper invalidant. Et c'est vraiment pour ça qu'on se bat tous les jours. Bon, pour elle et aussi pour celles pour qui c'est un peu moins douloureux, mais ça l'est quand même. L'objectif, il est clair. On veut trouver une solution pour permettre une belle qualité de vie à toutes ces femmes, endométriose ou pas. Et du coup, on fait ça avec deux piliers. Et bon, j'en parle ici un peu en détail parce que c'est mon quotidien. J'en parlerai aussi dans d'autres expériences que j'ai eues. En fait, je pense que dans ma vie, c'est tout le temps comme ça. Et on en parlait tout à l'heure. À chaque fois, je réfléchis un peu à comment on peut mettre la tech au service d'une cause. Et en fait, là encore, en fait, ça va se passer. Du coup, bon, je vous explique un peu ce qu'il en est. Donc, il y a deux piliers dans Luna. Il y a un pilier qui est fort, qui est le pilier technologique, digital, innovant, on peut l'appeler comme on veut. Ce pilier-là, il est là pour dire que la tech, enfin bon, moi, je crois vraiment que la tech, c'est évidemment un moyen et pas un résultat. Le résultat, je l'ai déjà expliqué. Le moyen, c'est comment on peut faire pour que la tech, qui a un service quelque part qui peut être hyper accessible, hyper facile d'utilisation dans son téléphone, donc dans sa poche, quoi, nous suivre au quotidien, comment on peut faire pour utiliser ça et améliorer en tout cas une partie de la prise en charge de l'endométriose, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application mobile dans laquelle, très concrètement, vous allez pouvoir faire un questionnaire, enfin remplir un questionnaire qui est en fait un test d'aide au diagnostic de l'endométriose qui est considéré comme un dispositif médical CE. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper médical, d'hyper scientifique. Vous répondez à ce questionnaire, vous obtenez un score qui est un score de risque, donc une probabilité d'être atteinte d'endométriose. Du coup, en fait, en 5 minutes, on est en train de vous dire qu'à une fiabilité qui va jusqu'à 89-90%, on va savoir plus ou moins si oui ou non vous avez vos chances d'avoir l'endométriose. Et si jamais c'est le cas, on ne s'arrête pas là parce que pour nous, un diagnostic, c'est une information et nous, on veut donner une solution. On ne veut pas juste apporter une information. Donc, on ne s'arrête pas là. En un clic, vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de soins Luna. Et là, on passe sur un volet physique
où vous allez du coup vous rendre dans un centre. Un centre, c'est comme un corner dans une clinique ou dans un hôpital existant. On ne fait pas du tout d'immobilier. On va juste prendre un couloir, prendre quelques cabinets, placer des professionnels de santé qu'on aura préalablement formés et qui seront vraiment à même de vous accueillir et de vous prendre en charge de la meilleure des manières. Donc, en fait, c'est ça, Luna, mais c'est aussi ça un peu, je pense, à chaque fois, les expériences que j'ai pu faire et qui se répètent, c'est à chaque fois comment je peux faire. Enfin, je regarde un peu le problème 360, je regarde toutes les parties qui, selon moi, peuvent être accomplies de manière hyper pertinente et user-friendly par une machine. Je l'utilise et après, dans toutes les autres parties, je vois comment on peut faire. Là, en l'occurrence, il est clair que dans le monde de la santé, c'est hyper important d'avoir un côté humain. Nous, on dit souvent le meilleur traitement pour l'endométriose, c'est une main sur l'épaule. Donc, si vous voulez, la petite machine, elle est sympa, mais elle ne va pas pouvoir nous mettre la main sur l'épaule. Par contre, elle va pouvoir faire beaucoup de choses. Typiquement, elle va recueillir des informations sans porter un regard sur nous, sans aucun jugement. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes quand on parle de sujets qui peuvent parfois être tabous selon les cultures dans lesquelles on évolue. Et du coup, en fait, c'est vraiment hyper pertinent de se dire, OK, bah, cette partie-là, la technologie, elle va le faire mieux que moi parce qu'elle va le faire de manière hyper processée. Il n'y a pas de possibilité de se tromper, entre guillemets, si l'algorithme a été bien développé et mis en production. Et derrière, comment on peut faire pour racoler des humains par-ci, par-là, mais par-ci, par-là, en fait, dans des points hyper stratégiques, de manière à ce que la relation soit la meilleure possible et que typiquement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, puisque la machine est la première interface et qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de regard posé, il y a comme un début de confiance qui va commencer à se créer. Et du coup, en fait, la personne, l'utilisatrice qui se transforme en patiente, qui vient dans un cabinet d'un professionnel de santé labellisé Luna, entre guillemets, bah, en fait, elle vient déjà en fait, avec la moitié de sa barre de confiance qui est déjà remplie. Et du coup, ça fait que l'échange se passe beaucoup mieux, que les choses avancent de manière beaucoup plus agréable et pour elle et pour le professionnel de santé. Et ça fait surtout qu'on arrive à prendre des choix, enfin, faire des choix éclairés, prendre des décisions qui ont du sens et trouver des solutions peut-être de manière plus rapide et efficace pour la patiente, ce qui est quand même l'objectif principal quand on parle de santé en général. Donc ça, c'est ce que je fais dans mon quotidien et je le fais autour de médecins. Et tu l'as dit, Muriel, on peut en parler à quel point en fait le secteur de la santé, c'est un monde à part, quoi. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai souvent entendu dire les geeks, on imagine souvent les geeks qui sont dans leur coin. C'est les petites personnes là qui sont jusqu'à 3 heures du matin devant leur PC en train de coder. Mais en fait, peut-être que moi, je pense que je viens plus de ce monde, mais du coup, à l'opposé, je vois du coup les médecins, le corps enseignant, les professeurs, etc. Enfin, ça, c'est un monde à part, hyper intéressant en tout cas de le découvrir à travers Luna, parce que forcément, c'est un monde qui est hyper riche, où moi, j'adore en fait aller voir des médecins et leur dire, typiquement, moi, je suis entourée de pas mal d'hommes gynéco. Bon, on est à plus de 50-50 hommes-femmes, il n'y a pas de souci. De toute façon, on parle de santé de la femme, donc à partir de là, ça attire pas mal les deux côtés. Mais, les deux côtés, il n'y a pas que deux côtés, voilà, fluide, etc., peu importe. Mais dans l'idée, je suis entourée par, mon duo, on va dire, du quotidien, c'est le docteur Jean-Philippe Estrade, qui est un homme et qui a dédié sa vie pour la santé de la femme. Et en fait, moi, vraiment, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais tu n'as pas tes règles, tu n'as jamais eu de douleur pendant tes règles. Comment c'est possible que tu te sois dit un jour, en fait, je vais passer ma vie à trouver des solutions pour les femmes. Non pas que hommes et femmes ne doivent pas œuvrer l'un pour l'autre, mais quand même, c'est un cas qui est hyper spécifique. Et du coup, c'est très inspirant, en fait, comme atmosphère de voir que en fait, il n'y a pas de barrière. On est tous humains, on est tous là pour la même chose. Et c'est aussi beau de voir qu'on est nombreux de plus en plus de personnes, en tout cas, à essayer de trouver des solutions les uns pour les autres. Quand tu dis tu gagnes du temps, je me souviens qu'il y avait un chiffre que tu m'avais annoncé qui me disait, je crois que il fallait combien de temps, si c'est uniquement
Ouais. l'humain pour pouvoir l'endométriose, en fait? Combien de En fait, temps les femmes doivent attendre? l'endométriose en France, on estime que c'est en moyenne 7 ans depuis le jour où on ressent des premiers symptômes jusqu'au jour où on va nous confirmer un premier diagnostic. Et pendant ces 7 ans, une femme va avoir évidemment ses règles tous les cycles menstruels, donc de nombreuses fois par an pendant les 7 ans. Et du coup, elle va avoir très mal pendant 7 ans. Et donc, forcément, elle va être proactive, elle va chercher des solutions. Donc, elle va aller voir un médecin, deux médecins, trois médecins. On estime en moyenne à 5 médecins différents qui sont consultés avant de réussir à poser ce premier diagnostic. Et les raisons sont multiples, mais en fait, les raisons tournent autour de, moi, je dirais, deux piliers. Un, le côté condition de la femme, qui accepte sa douleur, qui se met toujours après tout le monde, qui va booker typiquement les rendez-vous médicaux de ses enfants et de son mari, mais qui va pas prendre les siens, etc., etc. Donc le côté j'intériorise ma douleur, je ne l'exprime pas, et donc ça prend plus de temps de faire sortir les choses. Et le deuxième point, il est évident, c'est un point qui est relié à la formation des professionnels de santé par rapport à cette maladie. En fait, à ce jour, il existe peu de professionnels de santé, peu de praticiens qui soient vraiment qualifiés pour prendre en charge la maladie de bout en bout. Et c'est pour ça que nous, parmi nos activités, on passe du temps, on est organisme de formation, on passe du temps avec nos médecins à former d'autres médecins. Et d'ailleurs, la première formation qu'on a fait, on a eu 200 personnes qui se sont connectées ou qui sont venues sur place, 200 professionnels de santé. Hein. Donc c'est assez énorme, avec très peu de marketing. Enfin, c'était la première formation, on ne voulait pas du tout qu'il y ait full pour le coup, parce qu'on voulait commencer à tester. Et on a vu un engouement, ça montre à quel point en fait il existe peu de solutions d'un point de vue formation. Avec Luna, du coup, c'est 11 jours. 11 jours, c'est le chiffre terrain actuel. 11 jours, c'est depuis le jour où vous téléchargez votre application Luna jusqu'à ce que vous ayez fait votre test digital sur l'application, vous ayez pris un premier rendez-vous avec un professionnel de santé, vous ayez fait votre examen d'imagerie parce qu'en fait, l'endométriose à ce jour ne peut se confirmer qu'à travers un examen d'imagerie, et vous avez booké un deuxième rendez-vous de consultation où vous allez analyser l'examen, en parler et recevoir une première ordonnance pour un premier traitement. Donc 11 jours, c'est en fait la solution, c'est pas l'information, c'est la solution là pour le coup. Donc en fait, c'est aberrant que ce soit 7 ans, sinon on arrive à le faire en 11 jours. Et si on arrive à le faire en 11 jours, c'est que tout le monde aurait pu le faire en 11 jours en fait. C'est juste que il y avait un problème, je pense, structurel d'organisation et que les moyens n'étaient pas mis sur les bonnes choses. Là, typiquement, pour vous raconter un peu, on a des témoignages assez incroyables de femmes qui sont passées par notre chemin, qui font même, moi, parfois, je me réveille le matin, je trouve une notification sur Instagram, je l'ouvre, je trouve une personne qui a passé 5 minutes à se prendre en vidéo comme ça, face cam, et à raconter son expérience Luna sans que je ne connaisse la personne. Hein. Juste pour vous donner une idée, juste la personne, elle commence d'ailleurs en disant « Sachez que ce post n'est pas sponsorisé, juste voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie et c'est incroyable. » Et du coup, c'est vraiment incroyable et on se dit, mais là, de toute façon, nous, tout l'enjeu, c'est une fois on a fait une première expérimentation pour démontrer que ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. Donc, le step d'après, c'est démocratiser cette solution et faire en sorte que le plus de personnes possible la connaissent, mais aussi d'ouvrir un peu des centres un peu partout, sachant que juste un point sur les centres, on continue sur la technologie jusqu'au bout. Donc, on permet la téléconsultation, évidemment. Typiquement, il y a un mois, on a eu une personne de Martinique avec qui on a fait exactement notre flow habituel. Elle a fait une première téléconsultation. Pour l'examen, casser la tête pendant 48 heures à trouver un praticien qui est formé à la recherche d'endométriose en Martinique. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais ça, c'est notre job à nous de le faire. On lui a recommandé quelqu'un. Deuxième consultation, téléconsultation, prescription d'un traitement, et c'est parti. Inès, merci, parce que ça, tu nous fais part avec beaucoup de on sent que tu es animée, en fait. Hein, on sent que vraiment, c'est ton quotidien. Donc, tu nous fais part de ce quotidien-là, en fait, que tu vis. Mais j'imagine qu'au départ, tu as dû rencontrer effectivement des difficultés. À quoi tu t'es heurté? Parce que, comme tu dis, de passer de 11 ans avec une structure, avec une organisation, tu as commencé à l'évoquer,
en amenant deux mondes, hein, tu l'as dit, tu es un monde de la recherche scientifique et puis tu as un monde des geeks, entre guillemets, je caricature tes termes. Comment tu réconcilies? Au départ, c'est une guerre des mondes ou comment il faut faire pour se parler en fait? Quand justement Ouais, on est issu honnêtement, de deux mondes différents. Bah, Vas-y, Inès. pour moi, ouais, c'est une véritable guerre des deux mondes. En fait, pour vous raconter, quand j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la santé et de la santé digitale pour le coup, parce que c'est vraiment ce monde-là, c'est dans ce monde-là que je m'inscris. Je suis allée à pas mal d'événements pour justement commencer à aller à la rencontre de cet écosystème, voir ce que les gens faisaient autour, etc. Et je me rappelle très bien en septembre être allée dans un événement où je regardais. En fait, comment vous expliquer? Elle était en train de présenter quelque chose comme une nouvelle découverte, entre guillemets, et elle l'a présenté avec tant d'enthousiasme, comme si elle avait redécouvert l'Amérique, quoi. Ok. C'était vraiment là. Ah, Muriel, je vous vois plus, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends, Inès. Ok, ok, top. Du coup, elle présentait cette nouvelle solution comme si elle avait redécouvert l'Amérique, vraiment. Donc moi, je me rapproche pour justement voir de quoi il s'agit, etc. C'est comme si, en fait, comme si elle présentait le nouveau ChatGPT, si on veut être un peu dans l'ère du temps là, à l'heure actuelle. Et en fait, en écoutant un peu ce que cette personne raconte, je me dis, mais en fait, c'est dingue, enfin, je ne comprends pas ce cas d'application technologique, mais il existe depuis 30 ans dans le monde de la tech. Donc, comment c'est possible, en fait, que là, 30 ans plus tard, on en parle avec tant d'enthousiasme, c'est la découverte révolutionnaire de l'année dans le monde de la santé. Donc, bon, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Enfin, juste, je suis en mode collecte d'informations dans un premier temps. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte à quel point le monde de la santé digitale, c'est un monde qui est en noir et blanc, quoi. C'est à l'ancienne, tout est ancien, toutes les technologies, en fait, c'est comme s'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on faisait en santé digitale et ce qu'on fait, ce que j'appelle en tech. Mais en fait, la tech, c'est comme d'habitude, c'est toujours un moyen, pas un résultat. Mais en tout cas, la tech appliquée à d'autres secteurs et pas à celui de la santé. Du coup, en fait, honnêtement, je me pose la question de comment c'est possible. Parce que, je veux dire, si moi je sais que ça existe, d'autres personnes le savent, et voilà quoi, ils le savent bien mieux que moi d'ailleurs. Donc, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a cet énorme gap. Et en fait, c'est un peu plus tard que j'ai compris en voyant l'ensemble des réglementations qui existaient dans le secteur de la santé. Et c'est vrai que j'ai assisté même à pas mal de débats un peu politisés avec des personnes, des ministres, etc., où à chaque fois, il y avait un vrai enjeu de débattre sur l'innovation versus les réglementations et à quel point, en fait, les réglementations peuvent être un frein à l'innovation. Et c'est vrai que, en fait, moi, je suis un peu partagée, honnêtement. Je comprends très bien pourquoi est-ce que ces réglementations existent, parce que, évidemment, le secteur de la santé, il faut que ce soit hyper sécurisé, les données, c'est hyper sensible, tout est crypté de bout en bout, etc., etc., etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Ceci dit, en fait, je trouve qu'il y a un peu une barrière à l'entrée. En tout cas, pour les startups, il y a une vraie barrière à l'entrée, parce que quand on est une startup, en fait, on n'a pas d'argent, donc on n'a pas de temps. Et si on n'a pas de temps, on ne peut pas passer un an pour répondre à une case d'une réglementation pour pouvoir mettre sur le marché un produit ou en tout cas avoir accès à X ou à Y. Donc, c'est vraiment, je pense que notre vie, elle est encore plus compliquée en tant qu'entrepreneur dans la santé digitale. Non pas que être entrepreneur, ce soit facile dans n'importe quel secteur, je pense que c'est très difficile. Mais en tout cas, ouais, dans ce secteur que je connais bien maintenant, c'est pas évident parce que il faut se battre, il faut comprendre et il faut surtout un peu réussir à lire entre les lignes et à beaucoup avoir cette faculté d'anticiper. Typiquement, moi, là, je sais très bien que l'année prochaine, deuxième trimestre, je vais commencer une certification d'un algorithme qu'on a déjà produit l'année dernière, qu'on n'a jamais eu le temps de certifier parce qu'en fait, on n'a pas le temps là à l'heure actuelle, on est sur d'autres projets et d'un point de vue financier, on va passer sur une levée de fonds, etc. Donc, ce n'est pas du tout le bon moment pour nous.
Mais c'est programmé, en fait, et du coup, je sais qu'à ce moment-là, j'aurai besoin de tant de personnes qui vont être sur le sujet et qu'on pourra avancer. Mais ouais, c'est compliqué, et peut-être un autre morceau qui est compliqué, c'est au-delà de la partie réglementation, etc. Donc la partie, on va dire, qui n'est pas humaine, qui ne concerne pas des personnes, mais même si c'est des personnes qui font quand même les règles. Et du coup, peut-être que ces personnes-là, si elles étaient soit plus jeunes, soit juste plus au fait, peut-être de ce qui se fait dernièrement, on va dire, dans le monde de la tech appliqué à d'autres secteurs, peut-être que aussi on peut encore plus travailler ensemble pour justement essayer de trouver des solutions. Mais bon, je dis ça de manière quand même assez optimiste parce qu'il y a pas mal d'organisations, il y a l'Agence du numérique en santé, il y a pas mal d'organisations, l'Agence de l'innovation en santé, des choses qui ont été lancées il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années par le gouvernement, et qui jouent un vrai soutien, honnêtement, pour les startups et pour les entreprises de manière plus générale, pour les aider en fait avec ces réglementations, les accompagner, etc. Donc il y a cette partie-là, disons en bref, les réglementations. Mais par contre, il y a toute une autre partie qui est tout aussi compliquée à gérer, c'est la partie humaine. C'est vrai que le monde de la santé, pour moi, c'était une vraie découverte à ce titre. Je connais la santé parce que je suis une personne comme tout le monde qui peut tomber malade, qui peut aller voir un médecin, un professeur, qui peut aller en hôpital, en clinique, etc. Le connaître de l'intérieur, c'est une bien toute autre histoire. Notamment, en fait, quelque chose qui m'a... Enfin, moi, je trouve ça complètement absurde, et je dis ça, peut-être que ça... Enfin, je pense pas que ça va m'attirer des problèmes, parce qu'en fait, bon, chacun a son avis, mais je trouve qu'il y a un vrai élitisme des professeurs en France qui est... Enfin, je comprends pas, en fait. Et pour moi, je rapproche beaucoup ça à quelque chose que je connais bien, qui est l'élitisme relié aux grandes écoles d'ingénieurs. C'est la même chose, en fait. Quand on sort d'une grande école, direct, on est un crack, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais en fait, enfin, je pense qu'on se construit soi-même avec les expériences qu'on a envie de mener, les engagements qu'on porte. Et en fait, ça n'a rien à voir, les enseignements qu'on va nous donner. C'est pas ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une clé USB qu'on va mettre dans sa tête parce qu'on a fait les mines de Saint-Étienne, ou parce qu'on a fait Polytechnique, ou parce qu'on est devenu professeur de telle ou telle spécialité. Et en fait, il y a un vrai élitisme. Cet élitisme, il se représente notamment, enfin, il est hyper flagrant dans tout ce qui est congrès pour les professionnels de santé, où on ressent en fait que, enfin moi, vraiment, ce que j'ai pu voir parfois dans des congrès, ça m'a rappelé mes années de prépa où il y avait une vraie hiérarchie, où quand le prof te dit, bah, va au tableau 0 sur 20, ça c'est une catastrophe, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin, ce genre de phrases qui sont un peu poignantes, on va dire, et pas très agréables à entendre, en tout cas qu'on peut formuler différemment de manière beaucoup plus constructive. Bah, en fait, j'ai retrouvé ça dans les congrès où on sent vraiment qu'il y a les professeurs et après, il y a la foule, quoi. Et ça, c'est quelque chose où vraiment, je pense que les jeunes médecins doivent se battre, et j'espère qu'ils vont se battre pour justement essayer de déconstruire cette hiérarchie. On ne peut pas travailler, en fait, dans une hiérarchie pareille, et c'est vraiment... ça, je pense que ça peut même nous faire dériver, ou nous amener à dériver vers des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Un professeur reste un humain, reste une personne qui s'est engagée dans une spécialité, c'est génial. Il a voulu passer encore plus de temps à la découvrir, c'est génial. Mais du coup, en fait, pour moi, il a un vrai rôle de partage et de diffusion d'informations scientifiques. Et en fait, c'est ce pourquoi il est là. Il n'est pas là pour diffuser. Enfin, il n'y a pas. En fait, c'est le côté élite doit être une conséquence et doit pas être une raison d'être. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, si j'exprime ça dans l'entreprise, en fait, parce qu'on retrouve ça dans le leadership, en fait, Inès, c'est ce que tu me dis, c'est le syndrome du sachant, en fait, de l'expert, en fait. C'est-à-dire avoir placé, plus des entreprises sont, tu vois, de manière hiérarchisée, en fait, et puis tu retrouves bah, des gens qui ont grandi parce que souvent ils avaient une expertise et ils deviennent le sachant. Et en fait, c'est vrai, alors dans d'autres cultures, c'est beaucoup moins marqué. Et là, ce que tu exprimes, c'est génial, Inès, parce que ça montre ta jeune génération
en se disant, bah ouais, nous, la hiérarchie, c'est bon, quoi, mais on peut faire différemment. Et est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut aplatir la pyramide, en fait? Ça serait super, hein, parce qu'au moins, et c'est ça, en fait, que je ressens dans ce que tu dis, et je pense que tu l'incarnes vraiment bien, Moi, ma en vision, disant le rapport à l'autorité, ok, vous êtes expert, mais essayons de faire en sorte qu'on réduise ce rapport à l'autorité pour qu'on soit beaucoup plus sur un leadership de pair, en fait, et pas forcément un leadership d'expert, en fait. carrément. Et en fait, pour rajouter à cela, pour moi, ma vision de la hiérarchie, c'est une hiérarchie qui se construit par le niveau avec lequel on est capable d'inspirer les autres. Et du coup, en fait, c'est une hiérarchie qui est dépendante de chaque individu. Donc, chacun, en fait, a sa vision de sa hiérarchie selon la capacité des personnes autour de lui à l'inspirer lui-même, quoi. Ça peut pas être un organigramme, voilà, moi j'ai fait 50 plus que toi, donc moi je suis au-dessus de toi et je le resterai toute ma vie. Enfin, je comprends pas du tout en fait ce côté intemporel des titres et des statuts qu'on peut, on va dire, scotcher sur une personne. Vous voyez, quand moi je passe un an à faire quelque chose versus vous, versus n'importe qui, n'importe quel citoyen, enfin, je veux dire, une année, on la meuble comme on veut. Du coup, on peut être plus ou moins rapide sur certaines choses, on peut vouloir la meubler avec plusieurs expériences, une seule expérience, etc. Donc, pour moi, on ne peut pas scotcher professeur, docteur ou qu'importe. Et bon, je dis professeur, docteur, je ne parle pas que de la médecine en soi. C'est des choses qui existent aussi très bien dans l'IA. Quand on est data scientist, on voit un vrai gap entre ceux qui sont docteur Inès Benamor qui a fait son PhD en data au MIT versus Inès Benamor tout court qui est c'est pas Inès Benamor tout court, donc un peu moins scientifique, un peu moins rigoureux, etc. Il y a beaucoup d'a priori comme ça qu'on fait sur juste en lisant le haut d'un CV, quoi. Et c'est assez dingue. Donc ça veut dire qu'effectivement, enfin pour toi, c'est vraiment, c'est aussi la génération que tu représentes, de se dire, ok, on peut être expert, mais c'est le leadership qui va te mettre qui va faire qu'effectivement tu sois reconnu plus que le titre sur ton CV, en fait, hein. C'est ce que tu expliques et ce que j'essaye de retraduire, Inès, là-dessus. D'où effectivement les choses en se disant, votre génération, si je reprends, de se dire on n'est pas forcément attiré, parce qu'en ce moment, les entreprises, tu sais, la grosse problématique, et elle est transversale, c'est comment je recrute et comment j'attire et comment je retiens les talents, en fait. Et c'est peut-être une piste là que tu dis, c'est culturel, en fait. Est-ce que les jeunes sont attirés par les cultures d'entreprise qui sont très hiérarchisées, et qu'est-ce qu'ils recherchent comme autre culture d'entreprise alternative, en fait, qui mettent un rapport à l'autorité différent, tu vois, dans les anciens paradigmes. Là, ce que tu es en train de dire, c'est effectivement nos anciens paradigmes, c'est le rapport à une autorité hiérarchique, mais pas de leadership, en fait. Et toi, tu dis, ce serait peut-être mieux d'avoir une autorité de leadership parce que tu as une capacité à engager, et pas parce que tu as un titre sur ton CV, parce que tu as fait plus d'années d'études que ça. Ces échangements culturels, hein, on en est où on en est. En tant que PR, là, ça y est. Ouais, Alors, carrément. dis-nous justement. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Inès, vas-y. Si on reste sur le mindset, justement, parce qu'on est ça, hein, la culture, c'est le mindset. Comment est-ce que c'est quoi le mindset? Nous, on nous demande de former des leaders, en fait, de renforcer le potentiel de leadership des équipes, que ce soit des top managers ou des managers, en disant, on voudrait qu'ils retrouvent l'esprit pionnier. Donc, l'entrepreneuriat, l'esprit des startups, etc., l'esprit pionnier. Mais donc, du coup, toi, tu l'incarnes. C'est quoi l'esprit pionnier, en fait? Comment tu qualifierais, toi, un esprit pionnier? Comment est-ce qu'on est pionnier? Est-ce qu'on est pionnier? Ou est-ce qu'on le devient? Comment toi, tu vois ces choses-là, en fait, en tant que pionnier En fait, de l'innovation? il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui qui est vraiment le plus évident pour moi et que je pense que j'ai eu la chance d'intérioriser et de cultiver depuis très longtemps. Et peut-être que, je pense que pour d'autres personnes, ça peut arriver plutôt, voilà, chacun, ça lui arrive à un moment donné. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important que ça arrive le plus tôt possible. Et cette chose-là, c'est
comprendre qu'on n'a qu'une vie. C'est con, mais en fait, c'est hyper important, quoi. Enfin, moi, ce que je me dis, enfin, j'en suis convaincue, mais enfin, tu t'imagines même pas à quel point. Ce que je me dis, enfin, je me dis tout le temps, mais je peux pas rester affalée sur un canapé à rien faire, alors qu'il y a des jeunes de mon âge qui sont à l'hôpital, qui ont un cancer et qui ont jamais rien demandé à la vie. Et du coup, moi, j'ai pas de cancer, moi, j'ai un toit, j'ai en bonne santé, je peux pas juste rester sans rien faire. Après, ça n'empêche pas évidemment que parfois je reste sans rien faire par choix de rester sans rien faire parce que je dois me reposer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment le côté, en être vraiment convaincu. Enfin, tout le monde parle de ça, one life, génial, faut profiter, on n'a qu'une vie, etc. Mais le fait que ce soit vraiment une conviction profonde, c'est quelque chose qui va driver un peu toutes les choses qu'on va vouloir faire dans la suite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi le côté je suis consciente que je fais des choix et j'assume les choix que je fais. Ça, c'est quelque chose que, pareil, en fait, j'ai pu cultiver, je pense surtout dans des moments où j'étais un peu révoltée de certains systèmes. Le système de l'éducation en France en fait partie. Et c'est des moments où, c'est pas forcément une volonté d'être rebelle et d'aller à l'encontre des règles, mais c'est juste un moment où on se dit, mais elle est où ma place dans tout ça? En fait, ma place, elle n'est pas du tout là. Et moi, je ne peux pas rester dans un endroit où je ne trouve pas ma place et j'ai besoin de trouver ma place. Et du coup, je vais être dans cette perpétuelle recherche de la place qui me convient. Et pendant cette recherche, évidemment, puisque je ne suis pas rentrée dans une case comme le système aurait voulu que je rentre dans une case, forcément, en fait, je vais arriver sur des discussions un peu conflictuelles de personnes qui veulent absolument vous mettre dans la case et vous qui êtes un peu le bras de fer de non, moi, cette forme de case, c'est pas ma forme en fait. Et moi, je peux pas me mettre dans cette case. Et du coup, à partir de là, c'est un peu une situation, on va dire, à risque où on va faire des choix qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins lourdes. Mais c'est vraiment le côté de se dire, OK, en fait, ça, c'est ma bataille, ça, c'est ma vie. Et ma vie, en fait, j'ai envie de faire ce choix-là. Peu importe si, et je suis très au courant de, ça peut être telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on sait qu'on fait un choix, qu'on en est vraiment conscient et qu'on assume son choix, je trouve qu'on dort tranquillement sur les deux oreilles et il n'y a pas trop de problème, quoi. Enfin, je veux dire, on sait pourquoi on est là et on sait comment on avance. Et après, je pense, c'est vraiment ces deux éléments-là, moi, qui font que je suis la personne que je suis. Dans la journée, je veux dire, j'ai un niveau de stress qui est hyper acceptable. J'ai pas du tout des pics de stress énormes parce qu'en fait, je relativise beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. Tout n'est pas grâce à la chance. Il y a beaucoup de travail derrière et de réflexion. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance dans le sens d'avoir une bonne santé, typiquement, parce que parfois, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est imposé. Et du coup, je vais à chaque fois relativiser la situation, être très solution-driven, pas du tout typiquement, même dans des... Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut appliquer dans sa vie en général. On ne peut pas être quelque chose au travail et quelque chose en dehors du travail. Moi, quand je rate mon train, ça m'énerve 10 secondes et après, je me dis, bon, next, comment je fais là pour aller à la destination que je cherche, où je cherche à aller? Est-ce que j'y vais pas, etc. Et cool, quoi. Il y a pas de... C'est pas grave. C'est pas une question de vie ou de mort. Et ça, je le répète très fréquemment à mon équipe et à mon entourage en général. Quand des personnes sont vraiment en panique pour un problème, il n'y a pas de problème. On peut prendre à cœur des situations. Mais souvent, je dis tout le temps, mais est-ce que tu penses que là, il y a quelqu'un qui va mourir? Et c'est vrai, en fait, c'est con, mais c'est vrai. Je veux dire, est-ce que tu penses que là, si tu ne vas pas envoyer ton mail à minuit 30 parce que ton manager te l'a demandé, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va mourir? Non. Et du coup, vu que non, on peut envoyer le mail le lendemain ou l'envoyer à minuit 30 si on travaille le soir et on travaille mieux le soir. Voilà quoi, libre à chacun de choisir, de faire ses choix et d'assumer ses choix. Et du coup, c'est vraiment ce côté être actif dans sa vie et pas vivre sa vie de manière passive et se laisser aller. Et le fameux métro, boulot, dodo que je déteste et que jamais de ma vie dans lequel jamais de ma vie je pourrais m'inscrire. Parce qu'en fait, juste, j'arrive pas à comprendre et je pense que
c'est chacun, enfin, moi, typiquement, en m'étant engagée dans une association pour la lutte contre le cancer de l'enfant, donc AIDA, ça fait des années que je vais à l'hôpital pour jouer avec des enfants. J'ai vu de mes propres yeux des choses que d'autres personnes n'ont peut-être pas vues. Et du coup, en fait, le fait de voir ça, de communiquer avec des enfants qui n'ont rien demandé à la vie et qui sont 100 000 fois plus joyeux que des personnes que vous pouvez voir dans la ligne 13 parisienne en vous déplaçant d'un point A à un point B, vous vous dites, c'est pas normal, en fait. Et du coup, vous comprenez, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, OK, bah, ça, c'est pas normal. Donc, je relativise ma vie. Et donc, moi, j'ai décidé personnellement de faire de ma vie on va dire, un instant dans le temps où je vais pouvoir améliorer des choses, améliorer des conditions pour des humains. Après, je pense que sur cette dernière partie, enfin, je le vois en fait, même dans mon quotidien, je pense que il y a quelqu'un, je ne sais plus qui disait dans toutes les personnes que nous sommes, il y a les consommateurs et il y a les producteurs. Et en fait, je pense, enfin ça, moi, j'y crois maintenant. Avant, je pensais que tout le monde pouvait être producteur, que tout le monde pouvait être entrepreneur, que tout le monde pouvait dédier sa vie à avoir de l'impact, à bouger les lignes, etc. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus mitigée. C'est pas pessimiste comme réflexion. C'est juste de se dire, de toute façon, en soi, il faut des producteurs et des consommateurs. Sinon, les producteurs, l'offre et la demande, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, les producteurs vont faire des choses qui vont pas coller. Mais c'est vrai que ouais, maintenant, je pense que fondamentalement, il y a un mindset peut-être d'entrepreneurs ou de personnes qui cherchent à avoir de l'impact, qui veut se battre, qui a beaucoup de résilience, même en ayant un peu d'expérience. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que c'est inné, mais je sais pas, je pense que c'est l'enfance, toutes les activités qu'on va faire, l'entourage, la famille, etc., qui peuvent aider, je pense, à construire quelqu'un, peut-être qui soit dans un monde ou dans l'autre. Et après, peu importe si on est producteur ou consommateur, ça, c'est relié à, typiquement, si on est fondateur d'une boîte et si on veut la mener jusqu'au bout ou pas. C'est comme ça que je décris les consommateurs et les producteurs. Il n'empêche que les consommateurs, bien évidemment, peuvent faire partie de boîtes qui ont une mission et qui veulent avoir un impact. Et ça, c'est évident qu'au bout d'un moment, en fait, il faut que tout le monde réalise qu'on est là, on a de la chance d'être là, on a la connexion, on a un ordinateur, on peut discuter, on peut respirer. Enfin, je veux dire, c'est des choses de base, mais il faut juste vraiment profondément en être conscient. Et à partir de là, en fait, la vie est... Enfin, c'est pas qu'elle est beaucoup plus simple, mais en tout cas, elle est beaucoup plus agréable à vivre et on a envie justement d'y participer et de participer à créer pour améliorer des conditions pour certains. Donc, si je résume, Inès, merci, c'est génial. Si je résume en 3 points, ouais. Tu dirais, la première chose, c'est que tu as l'intelligence émotionnelle, la capacité que tu as de pouvoir relativiser les choses, prendre du recul et te dire finalement, je gère mon stress, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. La deuxième, c'est la capacité, tu nous as dit, de résilience aussi. Et résilience, c'est aussi d'accepter le droit à l'erreur, en fait, d'accepter, finalement, on peut se tromper, c'est pas grave, mais on peut rebondir aussi derrière. Donc c'est cette résilience-là, en fait, que tu dis. Et puis, le troisième pilier dont tu nous as parlé, alors il m'échappe, mais je vais le retrouver. Le côté faire ses choix, peut-être. Et le côté, le sens, bien sûr, c'est le plus évident. C'est-à-dire ta contribution, parce que tu as trouvé ta mission, entre guillemets, ta mission de vie, en fait, et que tu recherchais ce sens. Si tu ne l'avais pas fait en tant qu'entrepreneur, tu l'aurais fait dans une entreprise qui, forcément, avait une vraie mission, un impact sociétal, parce que c'est ce que tu recherches, en fait. Donc, c'est ces 3 piliers-là, en fait, le leadership de sens, en fait, et puis de présence à soi, quand tu dis on est dans le présent. On peut mourir demain, enfin, tu relativises les choses, en fait. Donc, c'est ça. Et après, cette puissance d'embarquement, tu la trouves dans le sens, en fait. Est-ce que c'est ça qui fait que tous les jours, tu as envie d'attirer les équipes avec toi, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Enfin, en tout cas, voilà, pour toi, on le sait, mais pour les autres, comment tu fais pour les embarquer, eux, en fait? Très bon point. Peut-être juste un tout petit point hyper important pour moi à préciser, c'est que moi, quand je discute avec pas mal de personnes, des jeunes et des moins jeunes, il y a souvent cette phrase qui est beaucoup restée dans ma tête, qui est ouais, mais moi, je ne sais pas trop ce que je veux faire dans ma vie, je ne sais pas trop le sens que je veux donner à ma vie, je ne sais pas trop où est ma place. Et en fait, je pense
honnêtement, qu'en fait, personne ne sait et que personne ne saura jamais. Mais qu'en fait, c'est juste... il y a un espace, on va dire, il y a une dimension. On voit que ce territoire-là, au nord ou au sud, peu importe, que dans une partie du territoire, c'est pas fait pour nous ou ça nous convient pas. Et du coup, on va aller à l'opposé et voir ce qui se passe. Et peut-être qu'on va re-aller à l'opposé et ainsi de suite, en fait. Et du coup, il faut pas que ça devienne... parce que le comble, c'est quand tout ça devient une source de stress encore plus forte. Qu'on se dit, ah, mais vraiment, ça m'angoisse et je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire, je connais pas le sens que je veux donner à ma vie, etc. Mais en fait, ça doit pas tourner en catastrophe comme ça. Je pense que ça, c'est normal, qu'on se le dit pas forcément, qu'on sait pas, en fait, au fond, c'est quoi exactement le sens qu'on veut donner. Par contre, ce qu'on sait, c'est les émotions qu'on ressent, en fait, à un instant T quand on essaie de faire quelque chose. Et je pense que c'est plus on expérimente, plus on sait, en fait. Et du coup, il faut aller de l'avant et faut passer à l'action, en fait. Plus on reste à réfléchir, c'est comme, en général, quand on est entre deux jobs, quand on démissionne d'un job et qu'on cherche un nouveau job, dans cette recherche de job, on est en perpétuelle recherche du dream job. Comme si, ça y est, en fait, ça allait être le dernier job de notre vie ou que, ça y est, en fait, c'est la dernière fois qu'on va pouvoir choisir un job. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est pas une fin en soi. Il faut chercher forcément quelque chose qui attire et qui vous attire encore plus que la chose précédente ou qui ne contient pas les choses, ce pourquoi vous êtes parti de l'expérience précédente. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Faut être un peu... faut faire en sorte que cette expérience soit enrichissante et qu'on avance justement dans cette dimension de « Ok, je sais que ce territoire-là ne me plaît pas du tout, en fait, donc je change. » Ou bien « Ok, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus et j'avance dans cette voie. » Et du coup, Muriel, j'ai oublié ce que tu m'as dit, ce que tu m'as posé comme question. T'inquiète pas, j'en ai une autre entre-temps. Ouais. Je reviens sur l'innovation. Ouais. C'est quoi le terreau? Je te la reposerai parce que... Ah oui, c'est bon, je me suis rappelée. Voilà. C'est quoi le terreau favorable pour pouvoir embarquer, pour pouvoir innover? Okay. Un chef d'entreprise, lui, moi j'aime bien parler de terreau favorable, ça évite de dire qu'on qu'on tire sur les plantes pour qu'elles poussent, mais qu'est-ce qu'on doit, si on veut avoir une entreprise qui génère l'innovation, en fait, qui génère des idées, est-ce qu'il faut qu'elle prenne que des gens qui sortent hors du cadre? On a compris que tu en faisais partie, Inès, ou pas? Et c'est quoi le terreau, en fait? En fait, je pense que fondamentalement, une entreprise, elle doit être diversifiée. Et c'est ça qui va faire sa richesse, qui va confronter des visions différentes et qui va potentiellement permettre l'innovation. Et même l'innovation de rupture, bon, ce n'est pas une fin en soi, hein, ça peut être une innovation incrémentale et c'est très bien aussi. Je pense qu'un terrain, le terreau favorable, c'est toute l'atmosphère saine de partage, sans jugement, qui doit être installée dans une entreprise. En fait, pour moi, vous voyez, typiquement, quand on fait un brainstorming en équipe et qu'on dit, moi, je commence toujours les brainstorming en disant, voilà, là, c'est le moment où on va faire ce brainstorming, on va réfléchir à telle question. Tout le monde peut proposer des idées et personne ne peut réagir, en fait, sur les idées de l'autre en disant « Ah non, mais ça, tu penses que c'est bien. Ah non, mais ça, haha, ça ne peut pas fonctionner comme ça, etc. » On ne peut pas avoir de jugement parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de mauvaise idée. Et même si quelqu'un considère qu'il y a une mauvaise idée peut pondre une très bonne idée et aider à la réflexion, en fait. Donc, tout ça, en fait, c'est juste des briques. C'est comme si on jouait au Capla et on rajoutait une petite brique jusqu'à ce qu'on crée un château, quoi. C'est la même chose. Et du coup, je pense que fondamentalement, c'est un peu la liberté de s'exprimer sans avoir la moindre crainte d'un potentiel regard ou jugement des autres qui va faire qu'on va pouvoir utiliser le potentiel de toutes les personnes de l'équipe pour créer quelque chose qui ait du sens. Et après, bon, évidemment, il y a des questions de base sur lesquelles on va passer, mais qui sont reliées au côté innover pour innover, faire de la technologie pour faire de la technologie. Évidemment, il y a un problème de fond initial auquel on veut essayer de répondre, mais ça, c'est l'hypothèse, le postulat de base, quoi. Et après, donc, à partir de là, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu côté recrutement. On ne peut pas... je l'ai déjà expliqué, donc déjà, il y a les consommateurs, les producteurs, très bien. C'est bien d'identifier, en fait, qui est qui
bon, c'est dur de le faire pendant un entretien parce que je pense que même quand on ne fait pas un entretien bullshit, je pense qu'on voit grand max 60% d'une personne. En tout cas, on peut avoir une idée plus ou moins globale si on fait un entretien pertinent sur si on va classer la personne en consommateur, en producteur, même si, soyons clairs, je ne suis pas en train de mettre les gens dans des cases, j'ai juste fait une séparation. Après, les cases peuvent être des formes qu'elles le souhaitent. À part ça, en fait, bah oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu de recrutement pour savoir de quoi on a besoin, voir de quelle diversité est-ce qu'on a hérité dans l'équipe dans laquelle on vient d'arriver et voir de quel type de personnes est-ce qu'on a besoin pour continuer l'aventure. Et dernier point, et là je vais raccorder avec la question précédente, comment on fait pour embarquer les gens dans tout ça? Comment on fait pour embarquer les gens dans tout ça? Je pense que il y a deux choses en fait. Il y a la mission de l'entreprise qui est indépendante du leader dans l'entreprise. Pour moi, en fait, si l'entreprise a vraiment une visée à impact, alors la mission, sans parler du leader de l'entreprise, la mission en elle-même est censée déjà porter un minimum l'équipe. Parce qu'en fait, la mission donne le sens et donne la direction dans laquelle on veut aller. Donc ça, c'est la première chose, très important pour moi, et qui fait qu'en fait, je pense que moi, en tant que personne, je m'engagerai dans ma vie, dans 1, 2, 3, 20 entreprises, organisations, expériences, dans lesquelles, en fait, déjà, de base, la mission me convient et je trouve un sens dans cette mission. Une fois que je trouve un sens dans cette mission, évidemment, c'est les personnes en fait qui font l'organisation, notamment le leader de l'organisation, encore plus quand elle est petite, mais aussi quand elle est grande, parce que bon, c'est différentes, on va dire, c'est différents ressentis quand on a une grosse boîte et on a une grande patronne ou un grand patron d'une boîte versus quand on a une petite structure et que du coup les discussions sont très proches entre le CEO, l'alternant, le stagiaire, le directeur X et Y. Mais je pense il y a un vrai rôle de questionnement, de management de l'humain. Et ça, pour moi, c'est parmi les choses les plus difficiles, je pense, à exécuter dans le monde du travail. En fait, c'est le management, c'est l'humain. C'est la communication, c'est comprendre la perception de l'autre. Quand on lui répond avec un message Teams où nous, on voulait rien dire de spécial, mais que l'autre, il s'est affolé parce que, oui, c'était affolant, en fait, comme phrase, vu sa situation, vu son état d'esprit au moment où il l'a lu. Donc, c'est vraiment beaucoup de self-awareness. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais se rendre compte de... Avoir la prise de conscience de soi, avoir conscience de ça. Voilà, c'est ça. Et même, en fait, avoir conscience de soi-même. De soi-même et donc de toutes les choses qu'on fait bien, mais surtout de toutes les choses qu'on fait potentiellement mal. Et du coup, essayer d'adapter son comportement par rapport à ça. Typiquement, je sais pas, moi, je sais que je prends les choses à cœur, que je peux sortir d'une réunion, me dire « Ah, c'est pas cool, il s'est passé ça, etc. » Donc, je sais que je suis pas dans un mindset qui est positif pour aller juste après parler à une personne de mon équipe. Je suis vraiment contre tout ce qui est management où on déverse le stress sur les équipes, etc. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Et du coup, vraiment, vu que je vais être consciente de ça, je vais vraiment mettre une pause, en fait. Même s'il y avait une réunion qui était prévue à ce moment-là, je vais la décaler en me disant, je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'elle soit décalée. Et du coup, je vais être consciente de ma manière d'être au moment où cette réunion aurait dû avoir lieu, quoi. Donc, le fameux connaître à toi-même, et au-delà de ça, ce que tu dis, c'est vraiment, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la conscience des émotions qui peuvent t'animer au moment où elles t'animent. Et donc, du coup, c'est ce que tu dis, si tu sens que tu as de la colère ou de l'énervement, si tu en as conscience parce que tu reconnais cette émotion, ça te permet déjà de la conscientiser et de se dire, bon, ok, c'est pas maintenant, c'est pas le moment, parce que je vais déverser une émotion négative, donc ça va être contre-productif. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors moi, quand c'est comme ça, je pars, je sors, je me balade et je reviens après. Ouais. Et chacun ses tips. Et donc voilà, mais c'est cette conscience-là, en fait, effectivement, qui est vraiment liée à l'intelligence émotionnelle que tu peux avoir et qui fait que tu vas mieux travailler sur
sur les interrelations, mais tu as raison, ça commence par cette prise de conscience. Si tu n'en as pas, bah, tu te laisses embarquer par la colère. Ouais, et vraiment, il y a la phrase qui est assez cliché, mais qui est vraiment, dans laquelle je crois vraiment, ce qui est lead by example. Enfin, on peut pas, pour moi, on peut pas demander à quelqu'un d'arriver à l'heure si soi-même on n'arrive pas à l'heure. Et de la même manière, en fait, ça s'applique dans tout. Et du coup, il y a vraiment cette recherche qui n'est pas du tout perfectionniste, parce que je pense que entrepreneuriat et perfectionnisme ne peuvent pas aller de pair, sinon on se tire une balle au bout d'un moment. Donc, il faut lâcher prise, c'est évident, mais en tout cas, c'est important de remettre en question ce qu'on fait, réfléchir à ce qu'on fait, en se disant, ok, bah, est-ce que ça, c'est bien de... Est-ce que ce modèle-là, il est bon, en fait, il est sain pour les personnes autour desquelles je grandis et je cultive ce point-là, quoi. Et c'est hyper important, ouais, en tant que... Moi, on a une forte culture du feedback chez Luna, par exemple. C'est quelque chose où vraiment, depuis le recrutement jusqu'à la pratique quotidienne, c'est quelque chose où je vais beaucoup sensibiliser les équipes par rapport à ça. D'ailleurs, je suis assez connue dans l'équipe. Tout le temps, en fait, on me donne du feedback. Et il y a une personne dans mon équipe qui se reconnaîtra sûrement si elle écoute ça. Tout le temps, en fait, il vient, il me pose une réunion one-on-one et il commence la réunion en me disant, Inès, vu que je sais que tu adores le feedback, voici mon feedback, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, je me dis, mais c'est génial. Et tant mieux si en fait il sent que j'adore le feedback, justement comme il le dit, et que du coup c'est une porte qui est facile à ouvrir pour donner toutes ces informations qui sont hyper utiles pour moi en tant que manager et on va dire pour toute l'équipe en tant que telle, quoi. Et je pense que ouais, ça c'est le feedback, c'est quelque chose de crucial qui va faire que les personnes qui trouvent pas de sens, elles vont peut-être en trouver un peu plus. Les personnes qui sont démotivées, pourquoi est-ce qu'elles sont démotivées? En fait, il faut essayer de creuser. Peut-être qu'elles n'ont pas compris ce qui est en train de se faire dans l'entreprise. Ouais. Parfois, une stratégie, ça se décline en plusieurs étapes. Peut-être que les personnes ont la visibilité de la première étape et ne comprennent pas du tout où l'entreprise va, alors qu'en fait, la troisième étape, elle va combiner la 1 et la 2, et elle va revenir vers la mission de l'entreprise première, et du coup, tout le monde va beaucoup mieux comprendre. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies par chaque salarié. Le manager, il ne peut pas se mettre dans la tête de chacun d'entre eux. Ce qu'il peut faire, c'est juste libérer la parole et faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de partager ce genre d'interrogation. Et très souvent, en fait, on se rend compte que, je sais pas, il y a une communication qui n'est pas bien passée. Moi, en tant que CEO, parfois, j'ai oublié de donner de la visibilité sur un point parce que j'étais à fond dans mon truc et j'ai complètement oublié que j'en ai pas parlé à telle personne de mon équipe. D'où le fait qu'elles ne comprennent pas, en fait, le sujet de la réunion suivante, etc., etc. Et c'est, ouais, faut être humble, je pense, dans tout ça et se dire que, de toute façon, pour moi, on est tous là pour la même chose quand on fait partie d'une entreprise. Et je le dis souvent à mon équipe, on est tous là pour la même chose, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour autre chose. Donc, à partir de là, et quand on est tous convaincus de ça, on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se jeter des pics, on n'est pas là pour être dans une mauvaise ambiance. On est tous là pour la même chose. Donc, essayons d'arriver à cette chose et essayons d'y arriver de la manière qui soit la plus agréable pour tous et la plus enrichissante pour tous. Et du coup, que tous, on soit proactifs et qu'on participe à ce que cet environnement-là soit propice à notre bien-être à nous, au travail, mais aussi à arriver à cette mission, à l'accomplir de la manière la plus incroyable qui soit, quoi. C'est ça. C'est génial, en fait. Merci, Inès, parce que vraiment, tu donnes... Alors, le temps passe super vite, on va devoir clôturer, mais je trouve que c'est génial comme clôture. Tu dis qu'il faut avoir du sens, tu te mets au service d'eux, et en même temps prendre soin de soi, c'est-à-dire arriver à être au bien-être, alors même si j'aime pas trop ce terme, mais à ce que chacun soit bien dans son... chacun comprenne. Voilà. Voilà. À chacun connaisse sa contribution, ce qui a devenu du sens, et puis que chacun puisse prendre soin de soi et être bien dans ce qu'il fait aussi. Donc merci, tu as dressé vraiment le terreau avec toutes ces facettes-là. Et là, c'était extrêmement clair sur ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin pour libérer les énergies d'innovation, en fait. Donc merci, Inès, pour ce témoignage plein de fraîcheur. Et puis, écoute,
On souhaite je sais qu'effectivement, tu travailles sur des levées de fonds. Et là, c'est vraiment, quand on est une start-up, c'est la pérennité de l'entreprise, hein, donc ça prend la tête. Donc merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette matinale, justement, malgré tout le stress que tu peux avoir, nous montrer le chemin. J'ai lu dans les commentaires, beaucoup de maturité en toi. Donc longue vie à Lina, longue vie à toutes les Trop à bien. cette entreprise, à toutes les initiatives que tu prends et qui ont du sens. Et Et donc éclatez-vous, c'est le plus important. faites-vous plaisir. OK. Plaisir. Merci beaucoup, Merci, Joël, en tout cas, on c'était un plaisir l'entend. pour moi. C'était un plaisir partagé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. Merci Je à vous souhaite toi. une très, très belle matinée, puis je vous dis à très, très bientôt. Passez de très, très bonnes vacances et puis, on vous retrouve à la rentrée. À bientôt Inès, à bientôt à tous. À bientôt. À bientôt.